Salut Nick. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ouais, c'est ta première expérience en podcast? Écoute, j'ai jamais fait de podcast avant. T'es la première personne que je dis oui. Je me l'ai fait demander à plusieurs reprises. J'ai jamais voulu. Puis là, je suis ici. OK. Puis j'ai vu que, par exemple, tu as fait plusieurs conférences devant plusieurs personnes. Ouais. Tu as commencé ça à quel âge? Écoute, en fait, j'ai commencé à 18 ans. Au début, c'était plus des petites crowds. Okay. Tu sais, ce que je fais en fait dans la vie, c'est du MLM. Donc, je faisais ça dans des salons devant 5 personnes, 10 personnes. Puis avec le temps, ça a commencé à évoluer. Mais je te dirais, ma première grosse, qui avait plus que 1500 personnes, c'était probablement à l'âge de 21 ans. De 21 ans, ouais. OK. Puis c'était en quel honneur, ça, dans le fond, cette grosse conférence? Ben, en fait, c'est un petit peu dans qu'est-ce que je fais. Si tu veux, dans le fond, c'est de la motivation, du mindset, du coaching. Donc, souvent, je vais faire un training. Ça peut durer 30 minutes, 45 minutes. Puis, c'est un setup c'est une conférence, en fait. Puis, il y a plusieurs différents speakers. Donc, je faisais partie d'un des speakers qui avait cette conférence-là. Wow. Puis toi, tu viens de où? Genre c'était qui comme personne? C'est qui Nick avant le MLM, mettons? Écoute, je suis né en Croatie. En Croatie? Ouais. Je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans. Donc, j'ai été au secondaire. En fait, j'ai été au primaire et au secondaire à Drummondville. Mm-hmm. Donc, j'ai grandi dans une petite ville. Puis, j'ai tout le temps été un petit peu mêlé dans la vie. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire, où que je m'en allais. Bon, bien sûr, avec des parents immigrants, eux, ils me donnaient deux choix. C'était médecin, avocat. Donc, j'avais pas d'autres options. Le classique. Classique immigrant. Mm-hmm. Mais ça m'intéressait pas. Puis, quand j'ai fini le secondaire, puis on est allé à l'orientrice, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Puis, ma réponse a été je veux faire de l'argent. Puis là, elle m'a regardé comme si je tombais de Mars, puis elle m'a dit, je pense que t'es pas à la bonne place. Fait que, j'ai jamais vraiment fité, si tu veux, un petit peu dans le système traditionnel, scolaire, ainsi de suite. Puis je suis tombé par pur hasard sur le MLM à 18 ans. Je me suis fait, en fait, kidnapper par un ami. Il m'a invité à aller faire une activité. Il est venu me chercher chez moi, puis il m'a emmené dans un sous-sol chez quelqu'un. Et je me suis fait forcer à voir cette industrie-là. Je suis tombé en amour tout de suite parce que j'ai vu la quantité d'argent que tu pouvais faire, un peu le lifestyle que tu vas aller chercher. Puis, tu n'avais pas besoin d'un gros fonds d'investissement pour partir. Tu sais, c'est un petit investissement de 1000 $. Exact. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller là-dedans puisque je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire d'autre. Donc, je me suis lancé. Puis, c'est un petit peu mon histoire in a nutshell. Comme je te dis, j'ai commencé à 18 ans. J'ai fait 4 ans et demi dans une compagnie que je n'ai pas fait d'argent du tout. Est-ce que c'était Kiani, ça? Non, c'était ACN. C'était une ancienne avant. ACN. Ouais, je m'en souviens. Je suis convaincu que tout le monde qui va écouter le podcast sait c'est quoi ACN. Exact, ben oui. Mais oui, j'ai fait ça 4 ans et demi. C'était très difficile en termes de plan de rémunération. C'était vraiment pas payant, mais c'était vraiment enrichissant au niveau côté développement personnel. Les gars qui sont là, ils ont du leadership incroyable. C'est des gars qui ils m'ont appris beaucoup, beaucoup. Puis ça m'a permis d'utiliser ce bagage-là puis l'appliquer justement dans Kiani que j'ai commencé en 2015. Puis grâce à tout l'apprentissage que j'ai eu, tout dans un petit peu l'expérience que tu veux, j'ai vécu avec Ancienne, mais j'ai pu faire mon premier million à 22 ans. À 22? Ouais. Wow, OK. Fait que si t'avais commencé à 18, ça fait juste 4 ans plus tard. Là. Ouais, ça a pris du temps. Quand même. Ça a pris du temps. Ouais. Souvent, le monde ne le voit pas, ça. T'sais, il voit, Nick a commencé dans Kiani, sa première année, il a fait 1.2, mettons. Mais la réalité, c'est qu'il y a 4 ans et demi avant ça de struggle, de moi qui travaille à tous les jours, 7 jours sur 7, qui se promène un peu partout, Canada, États-Unis, puis qui n'a pas de résultats pour éventuellement arriver à pouvoir changer ma vie. Tu dirais que ça a été quoi la grosse différence entre ACN et Kiani en soi? Tu disais qu'il y en a un que tu faisais moins d'argent que l'autre. Ça a été quoi la grosse différence, tu penses, selon je te dirais, au niveau du plan de rémunération, comment l'argent est distribué. Si on parle un peu de pourcentage, Ancienne, dans le temps, si je ne me trompe pas, il donnait peut-être 15 ou 16% de chaque dollar que tu générais. Fait que si toi ou ton organisation en vente générait 100 $, ben il y a 15$ qui étaient repayés à l'équipe au complet. Fait qu'on s'entend que 15$ distribués sur plusieurs personnes, il n'y a pas grand argent. Exact, il t'en reste pas gros dans les poches. Là. Exact. Puis là, tu arrives dans une compagnie, par exemple, comme Kiani, qui redistribue 52%. 52? Ouais, exactement. Wow. Donc, le plan de rémunération qui est juste vraiment payant, c'était beaucoup plus simple aussi, faire de l'argent aux autres. Fait que ça fait en sorte que tout ce que j'ai appris chez Ancienne, j'ai juste copié-collé, je l'ai appliqué dans Kiani, puis ça a donné des résultats incroyables. Ça fait en sorte que ça a été très, très vite. Comme je suis devenu un 7-figure earner ma première année. Ah ouais? Ouais, félicitations pour merci. ça. Wow. Mettons, pour des gens qui se connaissent un petit peu moins dans le MLM, par exemple, comme moi, si je me disais, hey Nick, j'aimerais ça me lancer là-dedans, comment tu m'expliquerais cette job-là assez, genre, le plus simplifié possible? Ben écoute, en fait, c'est très simple. Le but principal, c'est de vendre un produit. Okay. Souvent, le monde, puis je sais qu'il y a un stigma au Québec autour du MLM. Pour faire une parenthèse, j'ai développé dans 30 pays différents, puis je te dirais que Québec, c'est la place que le monde, ils voit cette industrie-là, puis ils vont tout de suite dire « Ah, c'est une pyramide. Ah, c'est une arnaque. Ah, c'est une crosse. » Puis tu vas partout ailleurs sur la planète, c'est vraiment vu comme une profession qui
juste, qui est honorable, puis les gens ils ont une bonne opinion de cette industrie-là. Fait que premièrement, il faut comprendre que le but, non, c'est pas de bâtir des équipes, non, c'est pas de recruter du monde. Le but principal, c'est de distribuer un produit. Okay. Fait que c'est de créer juste un réseau de distribution. Tu sais, dans la vie, tu as plusieurs façons de vendre un produit. Si demain matin, tu crées un produit, que ce soit un produit consommable ou que ce soit, par exemple, un iPhone ou une bouteille d'eau, peu importe, tu sais, tu peux y aller par plusieurs voies différentes. Tu peux faire du marketing traditionnel, tu peux faire de la publicité, tu peux y aller en porte-à-porte, qui est du marketing direct, ou tu peux le faire de façon indirecte, qui est d'aller créer un effet de levier. Par exemple, la MLM, c'est ça. Donc, ce qui veut dire, c'est de bâtir une équipe de gens qui vont aller chercher des clients. Et là, au bout de la ligne, tu peux faire un pourcentage global de toutes tes ventes qui rentrent dans ton organisation. Ça peut vraiment être intéressant une fois que tu as... Puis, veux pas, les gens que tu engages, veux pas qu'ils travaillent pour toi, eux aussi vont avoir des gens éventuellement. Exactement. Fait que ça roule de plus en plus. Tu sais, moi, je suis un gros fan du concept de aimes-tu mieux faire 100% de tes propres efforts ou 1% de l'effort de 100 personnes? Tu sais, je suis un grand paresseux dans la vie. Exact. Je travaille fort, mais j'aime ça aussi que en fait, je puisse prendre du temps off, que je puisse avoir un effet de levier, puis que mon revenu ne dépende pas de mon temps. Et ça, la MLM, c'est une des meilleures industries. Tu sais, c'est sûr que c'est très difficile de percer là-dedans. Ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. Mais une fois que tu perces, tu as un vrai revenu passif. C'est très similaire à un revenu fait en immobilier, par exemple. Tu sais, mon revenu aujourd'hui dépend absolument plus de mes efforts. Fait que demain matin, je peux disparaître de la map pendant 1 an de temps. Puis tu vas avoir des rentrées d'argent. Pareil. Exact. Je vais revenir dans 1 an, le revenu va être exactement le même. Parce que mon réseau de distribution est tellement gros, un peu partout sur la planète, que peu importe ce que moi je fais, les gens continuent à aller chercher des clients, les gens continuent à avancer puis à pousser. Donc, ça donne une liberté de temps incroyable. Ben, définitivement. Puis en ce moment, faut-tu t'assures que tout le monde performe en dessous de toi? T'es regardé ça encore ou c'est rendu tellement gros en ce moment que tu as moins besoin d'être présent, si on veut, pour t'assurer? Tu sais, je sais, je rentre avec toi, c'est qui va s'assurer que moi, mettons, je performe ou que je suis mes objectifs ou quoi que ce soit en ce moment? Ça, c'est une bonne question. Puis c'est tellement dupliqué que théoriquement, non. J'ai plus besoin du tout de faire quoi que ce soit. Mais je le fais quand même. J'avais arrêté pendant un certain temps, donc j'ai pris un break de quasiment 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Puis je peux dire que la vie est devenue redondante et plate assez vite. Être retraité à l'âge de 25-26 ans, t'as rien à faire. La première année, c'était malade. J'étais avec mon ex, on avait une maison sur le bord de l'eau, on faisait du bateau, du sidou à tous les jours, on voyageait. Mais après 1 an, la 2e année, tu refais encore la même chose. 3e année, tu refais encore la même chose. À un moment donné, me tourner les pouces, j'étais tanné. Fait que je me suis réimpliqué sur le terrain parce que là, ce qui me stimule, c'est de prendre des gens puis vraiment changer leur vie de A à Z. Tu prends quelqu'un, j'ai un exemple, j'ai un gars que je travaille en ce moment avec lui qui s'appelle Christophe Moquin. Okay. C'est un gars qui travaille en construction. T'sais, il vivait pour la fin de semaine, un peu comme les gens de construction typiques. Exact. La semaine, ils travaillent fort. Arrive vendredi, ils sont au bar avec leurs amis, ils saoulent. Samedi, dimanche, ils recommencent le lundi. Puis c'est une roue qui tourne comme ça. Puis là, je prends Chris, par exemple, en l'espace de 2 ans, qui a complètement changé sa vie, qui parle de façon différente, qui agit de façon différente, qui pense de façon différente. Puis là, il est rendu à un revenu de 6 chiffres par année. T'sais, mettons, dans cette optique-là, je suis encore impliqué sur le terrain. Wow. Donc, parce que je le coach, je le guide personnellement. Mais pour le reste de mon organisation, ils sont assez autonomes, ils n'ont plus besoin de moi. Donc, ça arrive juste vraiment à faire des voyages. Je fais un événement 1 fois ou 3 mois, formation. On réunit 1000, 1500, 2000 personnes dans une salle. Je vais parler. C'est un petit peu ça ma job avec le restant de mon organisation, en dehors de Chris. Wow, c'est vraiment, vraiment inspirant. Puis genre, par rapport à tes conférences que tu fais, est-ce que c'est pour aller recruter des vendeurs plus ou ça serait pour aller trouver des clients directs pour le produit en soi? Non, fait que ces conférences-là, c'est vraiment des gens qui sont déjà soit partenaires ou vendeurs, si tu veux, ou clients. Et donc, c'est vraiment juste plus donner des détails, expliquer au niveau du mindset, comment faut que tu réfléchisses pour réussir dans la vie. Au niveau de la vente, comment tu parles, comment tu closes. Ça peut être aussi comment bâtir une équipe, comment maintenir une équipe, comment créer un système, une culture. Pour les clients, ça va être plus de détails au niveau des produits. Qu'est-ce que les produits apportent, la science derrière les produits, comment les partager, aller chercher d'autres clientèles, ainsi de suite. Fait que c'est plus du technique, je te dirais. C'est fou, c'est pas juste nécessairement le produit aussi, tu vas montrer toute la... exactement. Wow. Puis par rapport à ton produit en soi, c'est quoi exactement que tu vends? Ben, en fait, on a 3 gammes de produits. On a un complément qui s'appelle le triangle de la santé. Qu'est-ce que ça fait? C'est très simple. Je vais te le résumer en une phrase. Vas-y. C'est 3 produits différents qui fonctionnent en synergie ensemble. Puis le but, c'est juste de donner à ton corps tout ce qu'il a de besoin en termes de vitamines, antioxydants, minéraux, ainsi de suite.
Et dans ces produits-là, il y a un produit qui stimule la production d'oxyde nitrique, qui est une molécule qui est surnommée en fait la molécule de la vie. C'est en fait un gaz c'est la chose qui est la plus essentielle à notre survie. C'est ce qui va venir nourrir tes cellules, c'est ce qui va venir régénérer, réparer tes cellules, puis ainsi de suite. Fait que c'est des produits qui sont très bons pour, par exemple, l'inflammation. C'est pas des produits qui vont guérir quoi que ce soit, là, on s'entend, là, c'est un supplément alimentaire. Mais ça va venir donner à ton corps le boost qu'il a besoin pour fonctionner de façon optimale. Fait que ça va venir aider au niveau de l'énergie, du sommeil, encore une fois, comme j'ai dit, l'inflammation, performance pour les sportifs aussi. C'est pas un stéroïde, mais ce que ça va faire, c'est que ça va peut-être donner un petit edge de plus aux gens qui font du sport, surtout à haut niveau. Fait qu'on a beaucoup d'athlètes professionnels sur cette gamme de produits. Ah oui, wow, OK. On a aussi un collagène. Dans le fond, collagène, c'est simple, c'est le bloc réparateur du corps. On a un collagène qui va faire un petit peu ce que les filles recherchent, peau, cheveux, ongles. Puis il va aussi faire l'intérieur, donc les articulations, les ligaments, les tissus de connexion, et ainsi de suite. Et finalement, on a une protéine. Fait que ça, pas besoin d'expliquer c'est quoi, mais en gros, c'est ça nos produits. Ah, ben c'est cool ça. Puis ce produit-là, c'est Kyani. Ouais, exactement. Ça? OK. Ouais. Wow. Ouais. Fait que c'est eux qui ont créé le produit, c'est eux qui ont fait le marketing derrière le produit. Puis moi, mon rôle, c'est juste de bâtir, si tu veux, le réseau de distribution pour aller chercher des ventes. Trippant. Puis par rapport à tout ce chemin-là, comment tu t'es rendu là, on va se le dire en tant qu'entrepreneur, c'est il n'y a pas quelque chose de... T'es pas assis sur quelque chose de solide au début, tu comprends? Tu y vas on your own, de tes propres ailes. Puis quand tu te lances, moi, je suis encore dans la phase plus début de ma carrière. Tu comprends? Ça fait juste 4 ans. Okay. Puis je veux savoir, toi, ton opinion par rapport à ça. Comment que tu... Pas combat, mais comment tu... Parce que tu peux pas combattre l'anxiété, tu comprends? Mais tu peux t'habituer à vivre avec. Ouais. C'est quoi tes méthodes, toi, pour sortir de ton anxiété? Genre? Écoute, je crois beaucoup que en sortant de ta zone de confort, puis en te poussant le plus possible à ressentir cette anxiété-là, tu vas développer une résistance puis un confort avec cette anxiété-là. J'ai un exemple stupide. Une de mes plus grosses peurs dans la vie quand j'étais jeune, c'était de parler devant des gens. Puis je m'en rappelle au secondaire, puis j'ai un moment vivide là, que je me rappelle en pensant. La dernière présentation orale que j'avais à faire au secondaire 5, avant de finir mon secondaire, et quand j'ai fini cet oral-là, je me suis dit, je suis content d'avoir fini mon secondaire live parce que j'aurais plus jamais à parler devant du monde. Puis avant ça, souvent, je skippais même certaines classes. Quand j'avais des notes que c'était pas si pire, puis je pouvais me permettre d'avoir un 0, mettons, sur un oral, puis ça me permettait de passer le cours quand même, mais j'y allais pas. Parce que ça me crée de l'anxiété, ça me crée de l'angoisse. Puis je pense que c'est une des peurs les plus communes chez les gens, c'est le public speaking. Et là, tu regardes aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je parle devant des foules de 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 personnes. Comment je me suis rendu là? C'est simple. Je me suis juste poussé à le faire over and over and over again. La réalité, c'est qu'au début, tu vas être pourri. Peu importe c'est quoi, tu vas être pas bon. Puis éventuellement, tu vas finir par commencer à développer des aptitudes. Tu vas finir par développer un confort avec cette anxiété-là, mais elle disparaîtra jamais. T'sais, je te dis, même en ce moment, des fois, avant d'aller faire un speech devant une foule, je le sens encore. Ouais, c'est juste qu'une fois que j'arrive sur la scène, je tombe dans ma zone, puis c'est comme c'est parti. Là, c'est vraiment le calme, paisible, puis c'est comme si c'est plus moi qui contrôlais. Ça se fait tout seul, c'est rendu automatique, mais c'est des années de pratique à me pousser à faire ce qui me rendait pas confortable. Wow. Fait qu'il n'y a pas de secret, c'est juste c'est d'affronter, dans le fond, le plus possible. Ce que tu as peur, exact. Ouais. Puis de te lancer, puis ça... Wow. Puis est-ce que c'est un des trucs pour te pratiquer par rapport à tes speeches, pour être de plus en plus à l'aise? Tu dirais que ça serait de te regarder dans le miroir, de t'écouter parler dans des voice memos, si on veut, puis tu te repratiques, tu te réécoutes parler, veux pas, c'est un speech, right? Ouais. Ton speech, en soi, c'est-tu un speech que tu as préécrit? Ça vient-tu? T'es-tu une personne qui est plus, OK, je fais pas de speech, boum, je me sens là à l'aise, je vais parler de quoi que ce soit, de peu importe. Moi, je suis plus ce genre de personne. T'es plus ce genre de personne-là, ouais. Quand j'écris quelque chose, puis j'essaie de l'apprendre, le problème, c'est que là, tu te crées encore plus de stress. Okay. Parce que si tu fais une erreur, si tu bugs, si tu oublies un point, là, ton cerveau va se mettre à rouler, puis va dire, c'est comme shit, j'ai oublié ce point-là, puis tu vas juste amplifier l'angoisse. Fait que moi, je préfère me faire un squelette, si on veut. Je me fais des bullet points, je sais de quoi faut que je parle, quand faut que je parle, mais c'est vraiment, généralement, c'est on the spot. J'arrive en avant, puis je commence à créer la structure autour du squelette. Fait que comme ça, si j'oublie quelque chose, ben c'est pas grave, parce que je l'invente on the spot. Exact, puis tu vas trouver la liaison entre le prochain point, puis ça paraîtra pas. C'est plus naturel aussi. Exact, 100%. Il y a des gens que c'est différent, tu sais, dans le domaine du public speaking, il y a des gens qu'il faut vraiment qu'ils préparent un discours, il faut qu'ils l'apprennent par cœur, ils vont se regarder dans le miroir, ils vont le pratiquer, ils vont s'enregistrer. Moi, je suis pas comme ça. Je peux pas faire ça. Je l'ai essayé, puis je bégayais, puis c'est un blocage. Ça marche pas. All right. Puis, est-ce que j'ai entendu que t'avais déjà tradé, right? Oui.
T'as déjà tradé. Ouais. Puis ça, c'était-tu avant le MLM ou c'était pendant? Non, c'était pendant ma fameuse retraite de 3 ans. OK. Quand j'étais en mode je sais plus quoi faire de ma vie. Donc, j'ai essayé de me diversifier dans un autre domaine. Et oui, effectivement, j'ai commencé le trading à ce moment-là. OK. Puis ça a duré sur 2-3 ans, si je... Ouais, ça a duré à peu près 2 ans. Ouais. Puis ça a été quoi? Ça a été quoi que tu as appris de ça? C'est quoi que ça t'a ressorti? Parce que le trading, on apprend, oui, à gérer ses émotions. Ouais. Parce que tu sais, les émotions, c'est ce qui peut tuer un trader en soi. Absolument. Mais aussi, tu en apprends sur toutes les autres sphères de ta vie. Tu vas relier vraiment le trading à OK, ta relation amoureuse, sur plusieurs facteurs de ta vie. Mais toi, c'est quoi que ça t'a appris en soi? Écoute, qu'est-ce que j'ai vu de ça? De un, bon, premièrement, on va y aller un petit peu, commencer peut-être par les côtés négatifs. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient des fraudeurs un peu, si on veut, puis qui ne faisaient pas nécessairement d'argent avec le trading en tant que tel. C'était plus avec le côté vente des cours, et ainsi de suite, sans nommer de nom. J'ai appris, oui, bien sûr, beaucoup au niveau de la gestion d'émotions, mais c'est quelque chose que j'avais déjà à cause de mon background. Fait que peut-être que, mettons, pour moi, ça n'a pas apporté les mêmes aspects que, mettons, toi qui fais ça depuis 4 ans. Une chose que j'adore du trading, c'est qu'effectivement, si tu as des objectifs réalistes, donc tu ne penses pas que tu peux faire du 20-30% par mois, si tu te dis, OK, écoute, moi, je trade un capital, j'ai un risk management qui est réalistique, puis je m'attends à faire un 10%, 15%, 20%, peut-être 30% par année. Si tu es capable de te discipliner, ça je pense c'est un gros point, le trading apporte beaucoup de discipline. Ouais. Si tu es capable de te discipliner, tu peux définitivement vivre de ça, mais encore là, il faut que tu sois grounded, puis il faut que tu aies des expectations qui sont réalistiques. Le gros problème que je vois avec le trading, le monde pense que tu peux get rich overnight. Tu vas mettre un 10 000 ou un 100 000 ou un 50 000, peu importe, à un leverage de 100, puis là, tu vas te mettre à trader des gros lots, puis tu penses que tu peux faire... flipper un account. Exact. Tu dis, je vais faire du 20-30% par mois, puis oui, OK, tu le fais 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis qu'est-ce qui arrive le 6e mois, tu blows ton account. Puis là, souvent, les gens, ils se font slap back, puis là, ils pensent que le trading, ça fonctionnera pas ou quoi que ce soit, puis c'est par leur décision qu'ils se sont rendus là. Penses-tu que ça, c'est avec l'arrivée de la crypto puis tout ça? Absolument. Ouais, absolument. T'es-tu un fin connaisseur de la crypto en soi ou plus ou moins? Écoute, j'ai une opinion très, je te dirais, vague là-dessus. Ouais. J'ai fait un peu d'argent avec la crypto. J'ai embarqué dans des projets, si on veut, des meme coins pour le fun. OK. Je suis lancé des 15, 20 000, peu importe. La chose que je vois de la crypto, c'est qu'avant que ça arrive, mettons, je retourne dans le temps d'ACN, puis je travaillais beaucoup avec des jeunes. Les jeunes, ils croyaient encore au fait que pour réussir dans la vie, faut que tu travailles fort. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Puis il faut que tu fasses des sacrifices, il faut que tu te disciplines, ainsi de suite. J'ai l'impression que la nouvelle génération, qui est la génération qui a vécu, si tu veux, un peu tout le rise des médias sociaux, de la crypto, ainsi de suite, ils ont l'air à tout penser que tu peux devenir rich overnight, puis c'est quelque chose qui est impossible. Puis ce qui arrive vite va partir vite, tout le temps. Exact. Et généralement, c'est basé sur la chance aussi. Fait que je suis pas un gros fan de la crypto en tant que tel. Je suis un fan du blockchain. Je crois que c'est une technologie qui va rester à long terme. Je crois que c'est quelque chose qui va révolutionner le système bancaire aussi. Je suis aussi un fan du Web 3.0. Okay. Les NFT aussi, je crois qu'ils ont une utilité. Pas les images de singes et d'ainsi de suite. Les Bored Ape, quelque chose comme ça. Exact. Ouais. Ça, je trouve que c'est juste de la spéculation stupide. Mais en tant que tel, le NFT, c'est quelque chose qui va avoir une utilisation en fait, puis une utilité dans le futur, ça, c'est sûr et certain. Définitivement. Fait que oui, je suis un fan de la technologie, je suis pas un fan des coins. OK. Bon. Puis des projets, là, 90% des projets dans ce space-là, je trouve que c'est des arnaques. Mais tu sais, je veux dire, on est au début, fait que tout le monde essaie d'avoir son petit mot, son petit pied, son petit footprint dans ce domaine-là. Bien évidemment, comme c'est nouveau, on connaît pas encore, tu sais, habituellement, on va avoir une vision avec ça. Ouais. On sait même pas c'est quoi encore, parce que c'est comme acheter en ce moment une mise à jour de quelque chose qui n'existe pas. Exactement. C'est comme un peu ça, mais ça va venir éventuellement. Les probabilités que ça arrive sont assez élevées, mais pour le moment, we don't know. Fait que c'est ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur par rapport à tout ça. Bon, ça, je suis d'accord avec toi. Tu touches ça un peu au monde de la crypto ou t'es plus... Non, du tout. Genre dans le sens que... Juste le Bitcoin que je regarderais, parce que je me dis, OK, ça serait le safest of them all, si on veut. À the end, je m'y connais pas à 100% sur le fondamental de tout ça. J'ai lu un petit peu par rapport à ça. Mais par rapport au Bitcoin, par exemple, avec l'approche que j'utilise par rapport au Forex, qui est beaucoup de technical analysis, je suis capable d'identifier des zones quelconques. Comme là, moi, personnellement, c'est 11 300. Tu comprends? Tu penses qu'il va descendre? Il va descendre jusqu'à 11 300 selon moi. Après ça, je suis pas un crystal ball, mais j'ai remarqué le même pattern se faire 3-4 fois.
puis avec une fibre, peu importe, c'est pas une fibre qui est connue par tout le monde, puis que à la perfection, les 2 dernières fois que c'est arrivé dans les dernières années, c'était sur cette fibre-là. Puis enlève, il y a d'autres choses que la fibre, là, je keep it simple, mais genre en ce moment, on y arrive proche, mais 11 300 serait un début de bottom qui là, moi, je pense que je pourrais mettre un 15-20 000 là pour l'essayer parce que le Bitcoin, je pense pas que ça, c'est mort. Peut-être que ça va me prendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans avant que je retrouve peut-être l'argent. Mais je suis prêt à prendre ce risque-là parce que je pense qu'il est calculé, puis vraiment, je pense que... Ben, écoute, le Bitcoin, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense aussi que les techniques de trading que, par exemple, tu utilises soit sur la bourse ou le Forex vont avoir tendance à plus fonctionner sur le Bitcoin parce que c'est purement contrôlé par humain à humain. Tandis que si tu tombes dans le Forex, ben là, tu as des situations politiques qui peuvent affecter, tu as les décisions des banques qui peuvent affecter, tu as plein de choses qui affectent. Fait que lire les charts, oui, c'est accurate, mais c'est probablement moins accurate dans le Forex que ce l'est, par exemple, sur la crypto. Ouais, ça fonctionne très bien sur la crypto. Exact. Vraiment. La chose qui me dérange du Bitcoin, puis moi, je suis quelqu'un que mon cerveau fonctionne de façon très rationnelle. J'utilise mon common sense. Dans business, ça m'a tout le temps pay off sur les investissements. Quand quelque chose ne fait pas tant de sens, généralement, ça ne fait pas de sens. Okay? Si tu regardes le Bitcoin, c'est quoi qui détermine la valeur? C'est quoi qui détermine la valeur? Ouais, pourquoi ça vaut 40 000 ou 10 000 ou 20 000 ou 100 000? Eh boy, c'est ça, c'est qu'on sait pas sur quoi se baser. Je pense qu'en soi, le Bitcoin pourrait peut-être éventuellement devenir le nouveau gold, un safe haven dans un sens, une valeur refuge. Mais pour le moment, je pourrais pas dire, OK, mais ça vaut nécessairement 9 000. Tu sais, si on regarde, il y a quelques années, ça valait en bas de 1000 $, tu comprends? Fait que ça l'a vraiment énormément augmenté. Là. Puis je pense qu'avec l'arrivée de tous les NFT, les coins, puis tout ça, tu sais, je m'y connais pas encore une fois, sûrement que je manque une couple de détails. Mais je pense qu'avec tout ça, c'est venu créer un hype. C'est rendu l'indicateur général de toute la crypto aussi, le Bitcoin. Ouais, absolument. Right, c'est ça. Fait que de savoir, c'est comme un index, si on veut, des stocks. Fait que c'est... Mais tu vois, ce qui me dérange le plus de ça, c'est que c'est purement de la spéculation. Non, définitivement. En ce moment, on se base sur absolument rien pour te dire... Ben, je pense que j'ai pas déjà entendu, il y avait un... Par rapport au mining, si on regarde avec le mining, il y a la valeur, elle serait déterminée par rapport à ça, par rapport au qu'il y a un maximum, un moment donné de je ne sais plus c'est quoi, c'est peut-être 21 millions. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Exact. Mais peut-être que de voir qu'il y en a de moins en moins disponibles, ben, ça vient créer une certaine valeur. Mais tu sais, encore là, c'est qui dit ça? Comment qu'on sait que c'est un fait qu'il y en a de moins en moins disponibles? Qu'est-ce qui va arriver si, peut-être qu'il y a une fois qu'ils vont tous être minés ou peu importe? Tu sais, j'ai pas des connaissances poussées là-dedans, mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y en aura pas un 5 millions de plus qui vont sortir de quelque part? Tu sais, moi, c'est ça qui m'intrigue. Puis encore une fois, c'est non tangible. C'est de l'air. C'est quelque chose sur un ordinateur. Oui, tu peux dire, mettons, le fiat currency, c'est la même chose, mais c'est attaché à un GDP d'un pays, à de la production, à quelque chose qui est fait. Tu regardes gold, par exemple, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose qu'on sait, les ressources physiques qu'il y a sur la Terre. C'est quelque chose qui a une utilité. C'est quelque chose qu'on a besoin pour que notre société fonctionne. Ouais, la crypto, on n'a pas un petit bit dans les poches. Là, fait que c'est juste basé sur moi, je suis prêt à donner 20 000, toi, tu es prêt à me le vendre 25 000. Exact. Puis là, tu as une troisième personne qui arrive et dit, écoute, moi, je te donne 30. Puis le mois le prochain, je vais l'acheter à 35. Non, t'as raison là-dessus. Puis si tu regardes le chart, c'est le textbook definition d'une pyramide, pas d'une pyramide, d'un pump and dump. Vraiment. Mais c'est ça qui arrive à trois reprises. On est à la 4e, justement. Puis c'est pour ça que j'attends le 11 300. Mais bref, tu as totalement raison là-dessus. Puis je pense que aussi, ça revient un peu pour... Si on va regarder les NFT un peu, ces temps-ci, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui parlent de « le gouvernement contrôle tout », puis les personnes en haut, si on veut, dans un sens. Puis je pense qu'il y aurait peut-être... Tu sais, là, il y a beaucoup de marketing par rapport aux NFT. Puis je pense qu'ils ont voulu créer... Les gens, ils ont voulu comme attirer les jeunes vers quelque chose d'autre, ce qui est peut-être les NFT, venir créer une certaine valeur là. Fait que là, si tu regardes ces réseaux sociaux, c'est tous des influenceurs qui promotent ça, tu comprends? Genre, c'est rendu la mode. Hey, j'ai Tyga, mettons, Jason Derulo, peu importe, qui promote tel projet, ça doit être quelque chose de cool, tu comprends? Mais ça vient créer un hype tellement intense que les gens vont bet là-dessus pendant que ce qu'il y a de tangible, comme tu dis, comme l'immobilier, les lands ou quoi que ce soit, ben, les gens en haut s'occupent d'aller acheter ça en attendant. Tu comprends? Peut-être qu'en ce moment, ça aussi, c'est toute une distraction de nous d'aller focusser où ce que vraiment on devrait mettre notre attention. Ben absolument. Puis écoute, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage que je considère c'est des mentors, des gens qui ont réussi à très haut niveau dans la vie. Ils sont tous plus âgés que moi, puis ils ont toutes la même opinion de la crypto. Ah ouais? Ouais. Puis ils sont toutes, c'est de la merde. C'est comme, à un moment donné, si tu regardes des gens qui ont bâti des fortunes de 30, 40, 50, 100, 200, 300 millions,
ils connaissent quelque chose à l'argent. Ouais. Parce que tu peux pas te rendre à ce niveau-là dans la vie par chance. C'est impossible. Je connais personne qui s'est rendu à des grosses fortunes puis que ça a été un coup de luck. Okay? Tu peux faire un coup de luck, faire 1 million, 2 millions, 3 millions, mais te rendre dans des gros chiffres comme ça, tu sais qu'est-ce que tu fais, tu as un mindset différent, tu sais comment analyser une business. Fait que quand je regarde ces gens-là puis ils me disent, écoute, oui, le blockchain, c'est une technologie qui est là pour rester, mais quand tu regardes les coins, même le Bitcoin, ils rient tout de ça. Ils disent, c'est carrément, mot pour mot, ils disent, c'est une distraction pour la plèbe. C'est du gambling. C'est un casino en ce moment qui est fait pour flouer les gens. Définitivement. Puis à the end, tu le sais, c'est les big guys en haut qui vont gagner la plupart du temps, définitivement. Eux, ils ont un avantage et un défaut que nous, on a. Nous, on a l'inverse. Tu comprends? Leur avantage, c'est qu'ils contrôlent le marché. Ouais. Parce que la représentation d'un graphique, c'est tout simplement le nombre d'argent qui est injecté et retiré des marchés. Fait que c'est ce qu'on voit sur un graphique. Fait que prenant en considération que quand on voit des gros mouvements, c'est beaucoup d'argent qui est injecté ou retiré des marchés. Ça veut dire que c'est eux, parce que même si tu as 1 million que tu drops, je pense pas qu'on voit nécessairement une réaction se faire. Dépendamment du coin, là, mais dans le Bitcoin, c'est sûr que non. Exact. Cependant, eux, ils n'ont pas la flexibilité que nous, on a aussi. Fait que ça, c'est sûr que nous, on peut aller jouer là-dessus pour essayer d'aller augmenter nos rendements. Mais bref, là, ce qu'on parlait, c'était vraiment qu'eux, ils ont un edge sur nous qui est encore plus intense que la flexibilité. S'ils décident de créer un gros sell-off de même, parce qu'ils ont accès à tous nos ordres aussi, là, tu comprends? Ils ont accès, tous les brokers, ils envoient ça en haut. Là, fait que ils ont accès à tous nos ordres. Fait qu'ils voient, ils sont où les nuages de liquidité. Ils peuvent facilement décider, OK, on va créer un sell-off jusqu'à là. Boum, nous grab, puis repartir vers en haut. Fait qu'ils ont vraiment le contrôle de tout. Puis ça peut être épeurant dans un sens si c'est mal géré. Mais tu sais, c'est possible de faire de l'argent. T'sais, c'est pas du tout ça que je dis, mais c'est que les personnes doivent être conscientes que c'est probablement un limited time run, puis ça ne durera pas à l'infini. Il va arriver un moment que la musique va arrêter, justement, quand ils vont faire des choses comme ça. Ben, faut que tu saches suivre les vagues. Puis qu'est-ce que je veux dire par suivre les vagues? C'est qu'il faut tout le temps que tu fasses le contraire de la masse. Quand tout le monde commence à parler de crypto, c'est peut-être le temps de vendre. Quand que personne n'en parle, comme live, que c'est en train de descendre, c'est peut-être là le temps d'acheter si tu veux commencer à investir dedans. Fait que c'est tout le temps d'aller un petit peu contre l'effet de masse, encore une fois. Puis si tu es capable de rider ces vagues-là, ben, tu peux faire de l'argent, c'est sûr et certain. Tu peux faire de l'argent, exact. Puis ça, c'est exactement comme dans la bourse aussi également. Là, on parlait d'une récession, mais par le temps qu'on en parle de cette récession-là, là, tu comprends? Puis que c'est sorti, on est en récession. Absolument. Ben, on a déjà atteint quasiment le bottom. Tu comprends? Je dis pas qu'il y en a peut-être pas un autre zone de support ou quoi que ce soit plus bas, mais ça reste qu'on a quand même, ça serait au contraire un moment d'acheter quand ils te le disent à la télé. Là. Ça, c'est fou. Il faut vraiment faire le contraire. Puis les gens ont de la difficulté. Ils ont de la difficulté des fois à voir ça parce que c'est contre-intuitif à l'humain. Tu comprends? On est comme, mais c'est ça qu'ils nous apprennent. Faut acheter quand que ça monte. Mais non, réellement, il faut que tu fasses l'inverse. Mais c'est comme ça que le 1% font tout leur argent. Ouais, exact. Tu sais, le monde, je considère la majorité des gens, c'est des moutons. Puis ils vont suivre, si tu veux, un petit peu l'effet de groupe ou l'engouement de groupe. Puis là, ils vont voir tout le monde commencer à investir. Puis là, tu sais, j'entends des fois, je sors dans un bar ou peu importe, je parle avec des gens. Puis là, je vois du monde qui ont aucun intérêt envers la finance ou quoi que ce soit. Ils commencent à acheter de la crypto. Mais je suis comme, tu te bases sur quoi pour faire ça? Juste parce que ton ami t'a dit que c'était le temps d'acheter du Bitcoin? Comme t'as pitché un 2000, un 5000, un 10 000, peu importe. Puis, c'est comme t'as fait aucune recherche, aucune réflexion, t'as rien analysé. Souvent même dans mes meetings pour Kiani, des fois, j'ai des gens qui viennent, on leur fait une présentation. Puis là, ils me disent, ben, tu sais, j'aimerais ça faire ça, mais j'ai pas d'argent. Je demande pourquoi t'as pas d'argent. Ben, il dit, j'ai mis toutes mes économies dans le Bitcoin quand il était à 60 000. 60 000, ouais. Je suis comme, ben oui, mais tu pensais quoi? Mais le monde, il réfléchit juste pas. C'est fou. C'est fou par rapport à ça, mais ouais. Puis là, toi, tu disais que par rapport à Kiani, mettons, moi, je me lance. Quand tu dis ça coûte pas cher, t'as pas besoin de beaucoup de capital pour commencer. Comment que je pourrais commencer, moi, mettons? En fait, c'est simple. On vend un starter pack. C'est 1 500 $ avec les taxes. C'est 1 336 plus taxes. Okay. Ça, qu'est-ce que ça va te donner? Ça donne ta licence pour opérer. Fait que tu deviens un distributeur indépendant. Ça va donner des sites web que la compagnie crée pour toi. Puis après ça, tu as une business opérationnelle sur 50 pays. Là, tu peux distribuer partout sur la planète où Kiani est ouvert. Puis ça donne une boîte de produits. Fait que c'est ton kit de démarrage. Puis avec ces produits-là, on va chercher ta clientèle initiale. Puis c'est tout. Tu n'as rien d'autre à payer. Le reste, ça va être des dépenses de gaz, tes déplacements, des dépenses normales de business. Mais c'est un très, très, très faible coût pour se démarrer en affaires. Ouais, 100%. Je veux dire, 1600, c'est très, très, très affordable. Mais comment que moi, mettons, ce produit-là, il faudrait vraiment que, mettons que j'ai envie de le vendre. Il faut apprendre à connaître son produit, bien évidemment. Après ça, tu trouves les clients vraiment en one-on-one de famille, amis qui est du bouche à oreille par la suite, ou c'est vraiment comme tu crées des conférences des fois avec tout le monde, un produit révolutionnaire puis pour attirer les gens? Comment c'est encore plus simple que ça. La façon qu'on a, c'est vraiment
easy, OK? Parce que c'est pas de la vente. Fait que t'as pas besoin d'aller convaincre ou dire à des gens, écoute, mon produit, prends-le à cause de ça, puis il est meilleur que ça. Fait que c'est pas de la vente typique. Normalement, ce qu'on va faire, c'est que le produit va aider sur certaines choses, comme par exemple, il peut aider au niveau de l'énergie. Il peut aider au niveau de ta qualité de sommeil. Fait que moi, si je m'assieds avec toi, je vais dire, OK, mais qui tu connais dans ton entourage qui chiale qui a jamais d'énergie? Qui tu connais dans ton entourage qu'il dort mal? Qui tu connais qui carbure, par exemple, au Gourou, ou Monster, ou Café, ou peu importe. Ouais. Puis on va aller voir ces gens-là et on va leur donner des produits pour qu'ils essayent gratuitement. Fait qu'ils n'ont pas besoin de payer, ils n'ont pas besoin d'acheter. C'est « Hey Phil, écoute, je sais que tu es tout le temps fatigué. T'es-tu prêt à essayer ça gratuitement pendant 2 semaines, 3 semaines? C'est un produit naturel, c'est approuvé par Santé Canada. Puis je veux juste avoir ton feedback. Est-ce que ça te fait mieux sentir? Est-ce que tu aimes ça? On se rappelle dans 2 semaines. » Mais si tu vois un effet sur comment tu te sens, ça va convertir une vente naturellement. 100%. Puis il n'y a rien de mieux que de l'essayer. Exact. Puis en plus, si c'est l'effet du produit qui t'a dit « je veux acheter ça », ben tu vas rester un client fidèle à long terme parce que je t'ai pas convaincu d'acheter quelque chose. Donc, l'argent que je vais faire sur toi va durer peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe le nombre de temps que tu vas le consommer, versus je te close à acheter un produit, tu le prends pour 1 mois parce que tu t'es fait closer, puis le mois d'après, tu te rends compte que finalement, tu n'as pas besoin de ça, puis tu arrêtes de l'acheter. Je fais une commission une fois. C'est eux qui ont pris leur propre décision de faire exact. Ça. Fait que c'est vraiment facile. Le monde n'a pas besoin d'être... Je veux pas dire facile, là, c'est pas facile, mais c'est vraiment simple parce que le monde n'a pas besoin d'être des vendeurs, ils n'ont pas besoin d'être bons à parler, ils n'ont pas besoin de donner d'explications. C'est vraiment juste, on partage, on distribue, les gens essayent. Si y a un résultat, on convertit en client, il n'y a pas de résultat, ça finit là, tout simplement. Y a-tu eu des recherches professionnelles, si on veut, par des médecins ou quoi que ce soit? Écoute, je vais te donner un exemple concret. En Turquie, on a plus de 4000 médecins qui sont membres de l'organisation. On a été publié dans plusieurs publications médicales vraiment réputées sur la planète. Je me rappelle pas des noms, il faudrait que j'y cherche dans mon téléphone. Mais on a eu des publications, je pense, il y en a une que c'est un magazine de Harvard School of Medicine qui a publié de quoi sur nos produits. Il y en a un autre que c'est ça, le nom m'échappe, là, mais c'est une publication qui est consultée par les médecins à travers la planète au complet. Là, c'est très, très réputé. On a une recherche complète qui a été faite avec des cas. Je pense qu'ils ont pris 136 personnes, puis ils ont suivi pendant 6 mois sur le produit, puis des analyses de sang, puis ils ont tout regardé. Fait que oui, il y a beaucoup de backing scientifique derrière le produit. Puis il est tellement bon que la compagnie offre même une politique de remboursement pour les gens qui sont clients. Tu peux acheter le produit, le consommer. C'est après 29 jours, tu n'as aucun effet. Tes appels, ils te remboursent, même si le produit a été consommé. C'est à quel point ils sont confiants que le produit marche bien. C'est fou, ça. Ouais. Fait que toi, t'as quand même une bonne clientèle de gens qui reviennent depuis déjà des années. Là, Ouais, j'ai plus, je te dirais peut-être plus de 100 000 clients qui consomment les produits sur 30 pays, 32 pays. Wow. Ouais. C'est trippant, ça, c'est fou. Puis comment que, tu sais, parce que le MLM, je pense pas que c'est nécessairement juste des produits comme ça de santé. Tu pourrais faire ça avec n'importe quel produit, techniquement, right? Trouver des gens absolument. Qui vont vendre ça. Vous êtes allé là-dessus parce que c'est quelque chose qui se consomme, donc que tu as besoin de racheter éventuellement. Exactement. Quelque chose directement sur la santé. Puis par la suite, c'est quoi d'autres facteurs positifs que tu dirais que ça a, ces produits-là? Genre, pourquoi que moi, en soi, parce que tu me donnes le goût, honnêtement, de l'essayer, tu sais, je me dis, why not? C'est juste un produit que je prends le matin à mon déjeuner de plus, puis ça pourrait faire en sorte que, tu sais, je me sens... Le consommes-tu, toi, de base? Tous les jours depuis 8 ans. Ouais? Wow. Mais pas depuis 8 ans, je dirais depuis 7 ans, parce que la première année, j'étais vraiment axé sur côté business. Venant d'Ancienne, on se faisait brainwasher que les compagnies de produits, c'était de la merde, puis ça fonctionne pas. Exact. Donc, en commençant Canny, j'étais dans un mindset de les produits, c'est de la merde. Mm-hmm. Donc, j'étais là, je veux juste bâtir la business. Puis, c'était pas un bon mindset. Maintenant, aujourd'hui, je réalise avec du recul que c'était stupide. J'aurais pu créer beaucoup plus de rétention dans ma première année si j'aurais tout de suite focusé sur les produits. Mais depuis que j'ai compris, puis que tous les témoignages que j'ai vus à travers mon organisation dans tous les pays différents, à un moment donné, j'ai fait, OK, il y a quelque chose qui se passe avec ce produit-là. Donc, j'ai commencé à le consommer. Puis, je le prends tous les jours depuis 7 ans et demi. Là. C'est fou. Dans la vente, c'est vraiment ça. Tu step up ton... veux pas ta vente ou ton speech de vente à toutes les fois que tu testes ton propre produit. Tu comprends? Autant banal que j'ai travaillé pour Manuvie. Quand tu vois vraiment... Si tu dis, on va venir voir s'il y aurait place à optimisation sur vos placements, X, Y, Z, peu importe. C'est quand tu vois vraiment leur rendement comparativement à ce qu'on peut apporter, puis tu vois cette différence-là, puis tu vois les gens être contents, puis rester fidèles à la compagnie, puis tout, qu'après, dans tes appels, parce que c'était des cold calls que je faisais, tu sais, t'es pas mal plus confiant parce que tu vois le bien que ça apporte. Mais c'est parce que t'es convaincu. Exact. Puis quand t'es convaincu de ce que tu fais, t'es convaincant. Fait que c'est normal que tu aies des meilleurs résultats.
Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que t'es convaincant, mais en plus, tu te dis, eux, ils peuvent te dire, ouais, mais t'es un Christ de bon vendeur, toi. Puis dans le fond, tu te dis, ouais, mais c'est parce que c'est réel. Tu comprends? Ouais, tu l'as vu, t'as vu le tangible, fait que c'est normal. Exact, ouais. Ouais, mais ça, moi, c'est quelque chose qui me manque de la vente, ça, quand même. Genre, ça, c'est. Écoute, ça a tout le temps été, si tu veux, un petit peu ma niche. J'adore la vente. J'ai eu des équipes de porte. J'ai eu une compagnie de porte-à-porte, j'ai eu des équipes de porte-à-porte. J'ai tout le temps baigné dans la vente. Ouais. C'est un petit peu mon point fort aussi, si on veut. Puis c'est quelque chose que je trouve. J'ai pas l'impression de travailler quand je suis dans ce domaine-là. Je m'amuse. Ma job, c'est de jaser avec des gens. Ça a été quoi parce que on entend tout sur la vente, ça prend beaucoup d'ampleur dans la société. Beaucoup de gens veulent soit devenir vendeur, trader ou tu comprends, des trucs. Mais la vente, je pense que c'est ou c'est la business qui peut vraiment t'amener le plus d'argent, selon moi. Là. Je veux dire, le trading peut vraiment t'aider à fructifier tes profits et tout ça, mais je pense que vraiment la vente concrètement sur du tangible, c'est ce qui peut t'amener le plus dans tes poches. La vente, serait quoi un bon conseil que tu aurais à donner pour n'importe qui de comment trouver son type de vente? Je sais pas comment l'expliquer. Genre en tant que vendeur, je comprends ta question. Ouais. Faut que tu essayes plusieurs choses. Le plus important, c'est de comprendre que c'est un processus à long terme. Okay? C'est comme si tu vas au gym, tu t'inscris et tu penses qu'après 2 mois, tu vas être en shape. Ben, c'est sûr que tu vas give up. Mm-hmm. C'est la même chose dans la vente. Il y a des gens qui sont chanceux, sont naturels. Ils vont commencer, ils vont se mettre à faire de l'argent tout de suite. Mais la majorité, ça va prendre du temps. Ça peut prendre... Chaque personne, c'est différent. Là. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Regarde-moi, ça a pris 4 ans et demi. Mais pendant 4 ans et demi, je mettais le même niveau d'intensité, les mêmes efforts. Je poussais à tous les jours de la même façon, même si je réussissais pas, même si je faisais pas d'argent, même si les gens riaient de moi, même si mon entourage me disait « t'es un cave, tu t'es embarqué dans une crosse », même si mes clients potentiels me disaient toujours non à chaque présentation, ben mon niveau d'intensité était toujours à 100%. Peu importe la rejection, peu importe tout l'externe, puis un jour, j'ai fini par percer. Mais si les gens sont dans ce mindset-là, peu importe le type de vente que tu fais, c'est sûr, il faut que tu regardes ton plan de compensation. Si tu vas dans un concessionnaire automobile, ben, en tant que vendeur, attends-toi pas à faire 1 million par année. Là. C'est impossible. Tu peux probablement plafonner à 100, 150, 200 000 par année en tant que vendeur. Puis si c'est ça que tu cherches, si tu es confortable avec ça, ben, tu sais que ton but, c'est 200 000 par année. Il faut juste que tu persévères jusqu'à temps que tu arrives là, peu importe le temps que ça prend. Si tu vas dans le porte-à-porte, là, il n'y a plus vraiment de limite. Dépendamment du produit que tu vends, tu peux faire 5 000 par mois, tu peux faire 50 000 par mois, mais il faut juste que tu comprennes que ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Puis il faut te focaliser, peu importe le temps que ça prend. Le plus gros problème avec les gens, là, c'est qu'ils commencent, par exemple, je te parle côté Kiani, ils vont démarrer, sont vraiment excités, ils viennent de voir la présentation, ils font l'investissement, ils commencent, sont prêts à foncer, puis le lendemain, j'entends plus parler d'eux. Puis là, je suis comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ils ont parlé à 2-3 amis. Puis là, un ami qui va, c'est une crosse, tu t'es embarqué dans une pyramide. 100%. J'étais venu à un de vos meetings, je pense, puis c'était ça qu'on me disait par la suite. Fait que t'as la peur de. Mais pourquoi tu penses? C'est quoi tu penses? Pourquoi les gens pensent que c'est une crosse en soi? Ben, je vais t'expliquer ce que je crois fortement de l'humain. Ouais. Je sais pas si tu as déjà entendu l'analogie du crabe. Non. T'as jamais entendu ça? Non. Tu sais comment on pêche du crabe? Non plus. Okay. Pas une canne à pêche. Non, c'est pas une canne à pêche. Tu prends un gros bucket avec pas de cover, il n'y a rien. Fait que c'est juste une cage de métal. Ouais. Tu pitches ça dans l'eau, ils mettent des appâts dans le fond du bucket. Qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Il y en a un qui va rentrer dedans, il va manger. Il y en a un autre qui va rentrer, un autre qui va rentrer. Le bucket va se remplir. Puis à un moment donné, il n'y a plus d'appâts, ils ont tout mangé. Puis là, un des crabes, à un moment donné, va réaliser, ben il n'y a plus de bouffe. Il va essayer de sortir. Donc en essayant de sortir, qu'est-ce qui va arriver? L'autre crabe va le pogner, il va le descendre. Puis là, on a un autre qui essaie de sortir, puis un autre crabe qui va le pogner, puis qui va le descendre. Ouais. Pourquoi qu'il ferait ça en soi, le crabe? Je sais pas, j'ai pas l'explication. C'est vraiment c'est juste ouais, un fait. C'est vraiment un fait, j'ai pas l'explication derrière ça. Puis les humains, j'y vois un petit peu comme ça. Ouais. Fait que tu regardes les gens dans la classe moyenne ou la classe pauvre, si on veut, là, ben en fait, tous les gens qui sont dans le 95%. Ouais. Dès que quelqu'un va prendre une décision dans leur entourage, d'essayer de sortir de l'espèce de roue de routine ou de l'espèce de boîte sociale, qu'est-ce que tout le monde fait? Ils disent que c'est pas la bonne manière. Ben, ça paraît juste aussi sur les réseaux sociaux en ce moment. Tu sais, dès que tu essaies de prendre un petit chemin différent, si on veut, de pas aller à l'école ou de faire différent, tu sais, d'y aller avec ce qui t'intéresse. Absolument. Les gens ils portent plaisir même. On dirait que ça me rend triste de voir ça dans le sens. Oui. Aussi bien, je poste une vidéo tantôt, j'ai des gens qui me disent
genre qui va juste te rabaisser, exemple, pire explication, tu comprends? Mais moi, j'ai un problème, c'est que quand j'explique de la manière qui est réelle avec les vrais termes puis tout ça, les gens me disent, Phil, on comprend pas. Fait qu'en étant un bon professeur, c'est d'apprendre à l'utiliser avec des mots comme tu viens de faire ton analogie de crabe, tu comprends? De cette manière-là, tu es capable de voir ce que tu voulais dire. Je fais un exemple de même, mais oui, bien évidemment, j'utilise pas le terme actif sous-jacent aussi ou ça parce que les gens comprennent pas. Fait que c'est un juste milieu, mais c'est un travail en même temps qui est agréable d'apprendre à bien apprendre aux gens. Tu sais, comme toi, je suis sûr que maintenant, quand tu apprends aux vendeurs qui travaillent pour toi, c'est quoi la job là, c'est pas mal meilleur que quand tu le faisais il y a plusieurs années. Oui, tout à fait. Plus que tu fais quelque chose, plus que tu évolues puis tu deviens meilleur. Mais tu sais, les humains, je pense qu'ils sont drivés principalement par leur insécurité. Puis souvent, tu sais, quelqu'un va prendre le guts d'essayer de quoi de différent. Puis je crois pas que c'est quelque chose de consciemment, quelqu'un va dire, OK, j'ai envie d'être méchant avec mon ami puis dire que qu'est-ce qu'il fait, c'est de la merde. Tu sais, c'est un behavior subconscient. C'est peut-être une peur de voir cette personne-là réussir puis sortir de l'espèce de cercle puis toi, tu restes à la même place. Fait que naturellement, tu essayes de la drag down puis de la garder avec toi. Je pense que c'est un des facteurs. Puis l'autre facteur, c'est qu'il y a beaucoup de gens que c'est juste des crétins, carrément. Ils n'ont pas de connaissances sur rien du tout puis ils font juste s'avancer puis parler sur de quoi qu'ils n'ont aucune idée. Puis ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont pas d'expérience. Ils ont juste entendu des oui-dire. Puis ils font leurs petits jokes qu'ils connaissent tout. Puis les petits jokes connaisseurs. Exact. Puis ils se construisent un espèce de pensée sur de quoi. Puis ils vont commencer à dire ça comme si c'était un fait. Mais t'as-tu déjà essayé de faire du MLM? Tu vas dire que c'est une crosse. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est tout le monde qui réussit là-dedans? Absolument pas. Mais regarde les chiffres de la société. T'sais, si je prends Kiani, dans les derniers 8 ans, j'ai peut-être 6 ou 7 personnes dans mon organisation qui sont devenues multimillionnaires. J'ai peut-être une trentaine, quarantaine de personnes qui font des 6 chiffres par année, mais j'en ai beaucoup qui n'ont jamais rien fait. Mais tu regardes le sport, par exemple. C'est quoi le nombre de kids qui jouent au hockey et qui se rendent dans la NHL? Ça va être 2%, 3%? Puis pourtant, on dit pas à ces personnes-là qui sont fous. Ouais, puis tout le kid va rêver d'être dans la NHL. Tu vas te dire, ben, t'es un cave, il y a juste 3% des gens qui réussissent. Pourquoi tu rêves de jouer pour le Canadien? Je pense parce que ces personnes-là sentent qu'eux seraient pas capables, fait qu'ils veulent te refléter ça à toi, justement, pour te montrer que t'es... Mais on n'a pas les mêmes compétences, tu comprends? Fait que ça peut être différent d'une personne à l'autre. Mais tu sais, des compétences, ça se développe. Je te donne mon exemple. J'étais pas censé réussir dans la vie. Là. Tu m'aurais vu à 18 ans ou 17 ans. J'étais loin d'être... OK, ce gars-là, il s'en va à quelque part. Là. J'avais des cheveux longs, je portais tout le temps une casquette, je faisais du skate, je fumais du pot, je skippais mes classes à l'école. J'étais pas l'enfant que t'aurais dit, OK, lui, c'est sûr qu'il a un futur prometteur. Exact. Mais tes parents en pensaient quoi quand tu t'es dit, je me lance là-dedans? C'était quoi leur réaction? Au début, ils n'ont rien dit, vraiment. T'sais, mon père avait déjà fait du MLM en Croatie quand il était plus jeune. Fait qu'il savait un peu c'était quoi. Je te dirais, là où ça l'a vraiment fait un clash, c'est quand j'ai lâché le cégep pour faire ça à temps plein. Là, ça n'a pas tant passé. Non, vraiment pas. Non, tu sais, ils m'ont dit, OK, il s'amuse, il fait son projet. Mes parents m'ont tout le temps supporté tout ce que je faisais dans la vie. Mais c'était comme, OK, c'est son truc sur le côté, il s'amuse, puis whatever. Mais tant qu'il focus sur l'école, il n'y a pas de problème. Du moment que j'ai arrêté de focuser sur l'école, là, c'est devenu un problème. Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ça a été quoi la... Tu sais, je veux dire, quand ils ont vu qu'il y avait un problème, ils te l'ont dit. Comment que ça s'est réglé? Écoute, un de mes défauts, puis je te dirais probablement en fait, mon pire défaut et ma meilleure qualité, dépendant dans quelles circonstances tu la mets, c'est que je suis une tête de cochon. Fait que peu importe ce qu'il me disait, j'écoutais absolument pas. Fait que c'est pour ça que j'ai continué, puis j'ai persévéré, puis j'ai fini par réussir. Fait que je me suis tout le temps un peu shield de tout ce que le monde me disait. Même si mes parents ou mes amis me disaient, t'es un câble, ça marchera pas, je les écoutais pas. Je m'en foutais. Ah, puis c'est tough, c'est ce que je vis moi encore en ce moment. Tu sais, ma mère, elle a pas lâché depuis 2 ans. Elle essaie depuis que j'ai vraiment lâché l'université. Là, ça fait quoi? Ça fait 1 an seulement que j'ai lâché l'université. C'est que tu devrais retourner à l'école, tu devrais avoir l'étude, tu devrais aller ici, tu devrais aller chercher tel cours, tu devrais ci. Puis je suis comme. Je comprends, mais non, je sens. Tu sais, je m'en allais à une belle job là, qu'il fallait l'examen, le courtier en valeur mobilière, puis tout ça, finir mon examen. J'ai fait le premier examen, pendant que j'étudiais ça. Puis je pensais que, OK, une fois que j'ai ça, je vais travailler en tant que gestion de patrimoine, peu importe. D'aller... Toute cette structure-là, c'est comme une structure qui fonctionne, déjà, tu comprends? Puis que je rentre là, je vais suivre les traces des gens, puis je vais réussir. Parce que la plupart de la firme réussissent très, très, très bien. Puis genre, je me suis dit, bon, c'est pas ça, par exemple, que je veux. J'ai une petite boule en dedans de moi qui me dit non, puis tu dors mal le soir, puis tu le sais. Oui, je vais être millionnaire dans 3 ans si je fais ça, 100%. Sauf que c'est pas de la manière que je veux l'être. Non, exactement. Puis tu te perds de la liberté, je pense, après ça. Parce que, oui et non, tu comprends? Mais ma liberté à moi, qui est comme de dire que c'est
moi seulement qui fais mes propres décisions. On dirait que j'ai cherché ça depuis que je suis jeune, tu comprends? Genre, je pense que c'est pareil pour toi. On a les mêmes parents, les parents qui ont tout le temps été à l'école, qui ont performé, puis tout ça. Puis là, ben, ils veulent, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Eux, ils ont fait ça de cette manière-là. Fait qu'ils voient pas d'autre manière. Parce que eux, ça a bien fonctionné. Fait qu'ils disent c'est la seule méthode que tu devrais faire. Tu comprends? Fait que là, on comprend pas pourquoi tu vas aller faire ça ailleurs. Mais c'est fou. Moi, ça m'inspire ce que tu dis parce que je veux dire, t'es une personne qui a réussi. Moi, je suis en phase de réussir, mais j'ai pas encore atteint ton stade dans un sens. Puis je respecte ça de voir ça motive. Parce que des fois, tu te remets souvent en question. C'est aussi banal qu'il y a quelques semaines, je reviens, ma mère a fait je suis content que t'aimes ça, puis tout ça, mais va chercher quand même un cours. Tu sais, au cas où que ça ferme le trading. Ma mère aussi, elle a fait ça vraiment longtemps. Exact, ouais. Tu sais, ma mère, même j'avais fait plusieurs millions avec Kiani, puis elle me le disait encore. Mais là, c'est quand tu penses retourner à l'école? Je dis, maman, tu vas faire quoi à l'école? Ça va m'apporter quoi? Tu sais, je m'éduque, j'adore, tu sais, je consomme de l'information, il y a des choses qui me passionnent, j'adore l'histoire, ainsi de suite. Tu sais, je m'éduque tout le temps. Mais je vais pas aller m'asseoir dans une classe, écouter quelqu'un, tu sais, je vais étudier en quoi? Ben, elle dit, ben, va étudier en business. Je dis, ouais, mais je vais étudier en business. C'est probablement moi qui pourrais donner un cours au prof. Pourquoi je m'assirais dans une classe puis écouter qu'est-ce qu'il va me dire? Ça va m'apporter quoi? Avoir un papier, ça donne quoi? Mais ce que je te verrais bien faire, ce serait de continuer à redonner ton expérience. Devenir, dans un sens, le prof sans titre, tu comprends, qui n'est pas professeur, mais comme de faire des belles conférences comme ça parce que tu es une personne qui est inspirante, que tu l'as fait. Puis d'aller redonner ça, tu vas aller chercher ta gratitude, tu vas te sentir bien en dedans. Puis c'est quelque chose que tu prévoyais faire? Écoute, je le fais déjà indirectement et directement à travers Kiani. Le problème qui me dérange, c'est que je suis quelqu'un que quand je coach quelqu'un puis il applique pas, je déconnecte. Je pense pas que j'aurais... Est-ce que j'ai déjà considéré le faire? Oui. J'ai des gars qui ont passé dans mon organisation dans Kiani qui aujourd'hui donnent des cours puis ils réussissent très bien leur vie. Mais le problème, c'est que c'est du bon qui sont sans scrupules. Fait qu'ils s'en foutent réellement du résultat de la personne. T'sais, eux, ils se font payer leurs 5 000, leurs 10 000 $ qu'ils vendent leur cours ou leur formation, leur coaching. Une fois qu'ils ont leur argent, oui, ils vont donner la recette ou leur version de la recette, peu importe, mais ils s'en foutent si la personne l'applique ou pas parce qu'ils ont été payés. Puis moi, c'est quelque chose qui me dérangerait parce que quand je mets mon engagement, par exemple, tu dis, Nick, je vais te payer 20 000 $ pour que tu me coaches pendant 1 an, mais c'est comme moi, mon but, c'est qu'il faut que tu aies des résultats avec mon coaching. Fait que je pense que j'aurais un peu de misère à faire ça parce que la majorité des gens, ils appliquent pas. Ouais, exact. T'sais, ils payent des formations, ils achètent ci, puis tu l'expérimentes sûrement dans le Forex aussi. Exact. Tu leur donnes la recette, ils ont payé pour, mais ils agissent pas. Puis moi, ça me dérange grandement. Ouais. C'est fou parce que c'est quelque chose qui nous passionne. Ouais. Puis de redonner quelque chose qui nous passionne autant, puis de voir que la personne, finalement, tu sais, tu sens pas qu'elle est vraiment autant intéressée que toi, ça vient de trigger un feeling en dedans. Puis exact. Tu dis, mais j'ai pas. Tu sais, rendu là, va voir sur Internet, ils vont te l'apprendre, là, la base de même. Puis comme ça, je vais pas me sentir que je perds mon temps. Même s'ils te payent, tu comprends, j'aime mieux pas prendre ces gens-là en cours, là, tu comprends, des petits one-on-one de temps en temps, ils viennent chez nous. Finalement, genre, je les vois qui sont pas là, puis ils sont juste là pour être assis à côté de moi, mettons, puis m'écouter parler, genre, puis après ça, ils sont comme, je dis, qu'est-ce que je viens de dire? Tu pourrais-tu répéter, s'il te plaît, genre, tu comprends? Genre, ça, c'est dérangeant, définitivement. Mais c'est comme si, pour certaines personnes, juste le fait d'être à un endroit puis d'écouter de l'information, ils ont l'impression qu'ils progressent dans la vie, mais ils font quoi? Mais si ils font quelque chose, mais si tu prends pas cette information-là puis tu l'appliques pas, tu perds ton temps. Ouais. Puis tu sais, au moins dans Kiani, j'ai le luxe de dire à quelqu'un, ben écoute, je suis là, je te coach. Si tu m'écoutes pas, je te skip, je vais passer sur quelqu'un d'autre. Puis je me sens pas mal parce qu'ils m'ont pas payé pour mon temps. Versus quelqu'un qui va me donner, mettons, 10 000 $, mais tu sais, je vais me sentir avoir j'ai un commitment envers cette personne-là parce qu'il m'a payé. Donc là, s'il se met à pas appliquer, c'est là que ça va commencer à créer de la frustration. Fait que je sais pas si je serais capable de faire. Faudrait que je l'essaye. Je sais pas. Ouais. Il n'y a rien comme l'essayer, c'est définitivement. Fait que, ouais, mais écoute, c'est des projets pour éventuellement, là, bien évidemment. Puis là, toi, j'ai vu aussi que tu voyages pas mal. Tu voyages pas mal, mais tu viens d'ailleurs de Croatie, comme tu disais. Puis là, ben, c'est quoi la raison principale de tes voyages? Tu es vraiment tout le temps par rapport à Kiani? Est-ce que tu t'en donnes des conférences à gauche, à droite? Ouais, il y a ça c'est la raison numéro 1. Okay. Puis je te dirais, mon cercle d'amis rapprochés, c'est tous des gens qui habitent pas ici. Donc j'ai 3 amis vraiment proches, c'est des mentors aussi qui habitent à Dubaï. J'en ai au Texas. Donc souvent, une fois par mois, une fois par 2 mois, ben, j'essaie d'aller visiter d'un d'eux, passer une couple de journées avec eux, ainsi de suite. Fait que c'est aussi une des raisons pourquoi je voyage. La 3e raison, la routine, je suis pas capable. Donc quand je reste à un endroit pendant un certain temps, je développe une espèce d'angoisse que, OK, ça me prend un nouvel environnement, ça me prend quelque chose de nouveau, puis je pars. Puis, je peux partir. Ça peut être aussi stupide que 3 jours en Floride, puis je reset, je reviens, puis je suis good.
Ou je peux partir pendant une semaine. Juste casser la routine. Ouais, exact. Okay. Exact. OK. Puis genre, qu'est-ce que tu penses de Dubaï? C'est un endroit que j'aimerais aller, que j'adore. T'aimes ça, ouais? Ouais. Serais-tu un endroit que tu habiterais? Absolument. Puis c'est dans mes projets futurs, assez rapprochés, je te dirais probablement les prochains 2-3 ans. Mon but, c'est de quitter le Québec et ne plus jamais revenir ici. Ah ouais? Sauf pour, bien sûr, visiter ma famille, là, mes parents. Tu te garderais pas un pied à terre? J'ai pas encore réfléchi à ça. Possiblement. Possiblement que oui. Mais je suis juste plus capable de justifier la quantité de taxes que je paye ici pour un gouvernement qui ambitionne, un gouvernement qui impose des choses. Écoute, juste les services qu'on a accès, c'est de la merde. À chaque fois que j'ai besoin d'un soin de santé ou quelque chose, il faut que j'aille au privé. C'est juste faire des prises de sang. Tu payes anyway. Tu t'attends un mois, 2 mois, mais je paye des taxes comme c'est pas possible. Là, tu regardes les routes, c'est juste des choses qui m'enragent. Ça me dérange pas de payer des taxes si les services suivent. Je vais te donner 21, 22, 23 du revenu de mon entreprise. Je vais te donner 40 % de mon revenu personnel. Mais si les services, ils concordent. Si les services ne concordent pas, je peux pas justifier de te payer autant de taxes. Non, définitivement. Ouais, fait que ça, c'est la chose qui me drive le plus à vouloir partir d'ici. Ouais. Si tu regardes Dubaï, une chose qui m'a marqué la première fois que j'étais à Dubaï, j'étais avec mon ami, justement, lui, ça fait, je pense, 10 ans qu'il habite là. Puis on marchait dans un centre d'achat. Puis je vois un téléphone à terre, plugué dans le mur, puis il n'y avait personne autour du téléphone. Puis je suis comme quelqu'un laisse traîner son téléphone. Il me regarde, il part à rire, il dit « T'es à Dubaï ». Il me dit « Tu peux rentrer dans un café, ouvrir ton ordi, commencer à faire tes affaires, sortir dehors dans ton auto, aller au dépanneur, te chercher de quoi, revenir, ton ordi va être encore là. » Il n'y a jamais personne qui va voler quoi que ce soit ou qui va toucher quoi que ce soit. Ça, c'est fou. Se sentir en sécurité dans un sens. C'est quoi qui arriverait, tu penses, là-bas? Ça doit être plus sévère qu'ici, définitivement. Oui, tu sais, c'est sûr, non, tout le monde le sait, c'est pas une démocratie. Puis on sait que c'est un régime qui est différent. Ils ont des mœurs différents, ils ont un mindset différent, des valeurs différentes. Là-bas, c'est puni très sévèrement. Des choses qu'ici, t'as peut-être juste une tape sur la main. Ouais, exact. Fait que les gens sont pas. T'es pas encouragé à faire du crime. Tu sais, au Québec, t'as des gars que je connais qui se font arrêter pour des trucs de drogue, ils vont aller en prison 1 an, 2 ans, ils sortent, ils recommencent. Tu fais la même chose là-bas, je te garantis que tu sors pas. Là. Non, exact. Ça peut être même peine de mort comme à Singapour. Ou quoi c'est ça, exactement. Fait que tu sais, t'as pas envie de commencer à faire des choses de même. Exact. Puis est-ce que c'est un endroit comme Singapour, justement, que c'est très propre là-bas à Dubaï? Ouais, c'est extrêmement propre. Ouais. Puis ça doit être futuristique un peu comme c'est un autre. Honnêtement, t'as jamais visité? Non, juste non. Pas à Dubaï. Ça devrait être ton prochain bucket list. C'est quelque chose, ouais. Ben écoute, c'est parfait, tu déménages dans 2 ans. Tu viendras me visiter. Avec plaisir, mais ouais. C'est vraiment un endroit que j'aimerais aller. Moi, je suis plus allé en Asie puis en Europe. OK. Tu vois, l'Asie, j'ai jamais visité encore. T'as jamais été? Non. Fait que Singapour, ça c'était. J'ai jamais été, puis c'est une place que je veux aller, mais j'ai pas eu de circonstances qui ont donné qu'il fallait que j'aille là. Ben, je te dirais que, tu sais, Singapour, c'est un endroit que tu vas y aller pour quelques jours. Parce que tu vas faire le tour rapidement. Tu sais, j'ai resté là 2 mois, c'est parce que je travaillais. Tu comprends? Okay. Sinon, je serais pas. Tous les endroits que j'ai fait en Asie puis en Europe, c'était pour travailler. Puis genre là, c'était pour ça que j'étais là. Okay. Mais en soi, dès que t'as fait Somerset, t'es allé à Marina Bay Sands, le Marina Bay Sands, c'est le gros bateau là, que tu vois avec la piscine infinite. Une fois que t'as vu ça, c'est cool. C'est très propre, c'est une belle ville. Pour travailler, je pense que c'est vraiment l'endroit. À ce moment-là, j'étais pas encore prêt. Je travaillais en mannequinat, tu comprends? Fait que c'était pas du mannequinat business, là, mais j'ai vu des bons businessmen que j'ai rencontrés, puis ils avaient l'air de bien triper sur l'endroit. Mais je pense qu'il faut, si tu t'en vas en Asie, tu dois passer par là, mais que tu t'en vas ailleurs par la suite. Comme mettons Hong Kong, là, tu vas avoir plus de plaisir, tu vas pouvoir rester un bon bout. Ça, c'est vraiment un endroit qui est très bon. C'est quelque chose que je veux faire prochainement. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait. Souvent, j'essaie à chaque fois de voyager qu'il y a un purpose derrière mon voyage. C'est soit je vais voir quelqu'un, soit je vais là pour la business. Fait que je vais tout le temps mixer l'utile à l'agréable. J'ai juste jamais eu de circonstances pour aller en Asie, mais c'est quelque chose que effectivement j'aimerais ça faire. Ben oui, définitivement. Autant pour Kiani, est-ce que vous avez des... Oui, on est ouvert à plusieurs... Singapour, on est ouvert dans plusieurs marchés asiatiques. OK, exact. Parce que même peut-être ça pourrait être un de tes objectifs d'aller trouver un nouveau pays, genre tu sais, un 51e pays, ça pourrait être quelque chose de bien, que ce soit toi là, qui décide de faire en sorte que ce pays-là, c'est un bon thrill, je pense. Puis en plus, dans les pays asiatiques, la MLM, ils en mangent comme c'est pas possible. C'est très, très, très bien vu. Puis beaucoup, en fait, la majorité du monde en font. C'est aussi simple que ça. OK. Puis juste, par rapport à tantôt, c'est... tu sais, dans les types de ventes que tu disais qu'il y avait un maximum, mettons, pour la vente de chars, de, mettons, un 150-200 000. C'est quoi qui fait la différence entre, mettons, vos types de ventes, qui c'est le MLM, le porte-à-porte, et les voitures? Est-ce que tu penses que c'est vraiment juste le résiduel qui fait en sorte que tu peux vraiment aller plus loin? C'est le levier. C'est le levier? C'est le levier, ouais. Parce qu'en automobile, ta commission dépend de tes ventes.
Courtier immobilier, Exact, ouais. ta commission dépend de tes ventes. Mis à part quelques cas au Québec que je connais qui ont des équipes, puis là, tu peux aller chercher un pourcentage, mais là, on tombe quasiment dans du MLM. C'est vrai. Tu montes une équipe de vendeurs, ils vendent des maisons, tu prends une petite cote. La raison pourquoi le MLM, par exemple, n'a pas de cap, ben, c'est que tu peux bâtir une équipe à l'infini. Je donne mon exemple personnel, j'ai plus de 70 000 partenaires dans mon équipe. Mais quand tu as 70 000 personnes, même si la majorité ils font rien, puis il y en a qui font des petites ventes, 20, 30 piastres ici et là, il y en a qui font beaucoup, mais une fois que tu prends le global de tout ça, ça donne un gros chiffre. Fait que, tu sais, moi, j'en ai 70 000, je regarde, par exemple, le gars qui m'a coaché, il doit être rendu à 200, 250 000 personnes dans son équipe. Ah ouais. Mais tu sais, son chèque suit son organisation. Fait qu'il fait beaucoup plus d'argent que moi parce que son organisation est 2-3 fois plus grosse. C'est fou. Fait que t'as aucune limite. T'sais, ta limite, ça dépend de toi. Fait que moi, je décide combien qui est écrit sur le chèque par mon travail. Mm-hmm. Fait que si je génère 20 millions par année de vente, 30 millions, 40 millions, 100 millions par année de vente, ben c'est sûr que ma commission va être proportionnelle à mon chiffre d'affaires. 100%. Ouais, Mais c'est fou. tu sais, dans l'automobile, tu peux vendre quoi? Je sais pas, je connais pas exactement les chiffres, mais J'ai vendu un peu, c'est ça. Tu sais, tu fais vraiment des bons mois si tu vends, mettons, des très bons. T'es un high performer vraiment intense. Tu fais, mettons, au-dessus de 30 chars par mois, mettons, là, 30, 32, 34. mais tu sais, tu peux-tu en vendre 150? Pas un mois. C'est impossible. Mais non. Mais genre, faudrait vraiment que. Non, je pense pas que c'est. Est-ce que c'est impossible? Tu comprends? Pas selon moi. Je pense, mettons au Québec, je pense pas. Je pense pas que non. ça s'est fait au Québec. Mais maintenant, imagine, on vire ça en concept MLM. Moi, je monte une équipe de 10 vendeurs dans 10 concessionnaires différents qui vendent toutes 30 chars chaque. Puis je prends une cote là-dessus. Là, je viens de vendre 300 chars dans mon mois. Exact. Ma commission va être proportionnelle à ça. 100%. Fait que c'est tout le temps l'effet de levier qui est important. Fait que si tu es dans un type de vente que ta commission dépend de toi, c'est sûr que tu es limité. Puis je pense que tu vas être optimisé à probablement bas ou mi-level, 6 chiffres par année. Je pense pas que tu peux faire 2, 3, 4, 5 millions par année à être dépendant de tes propres efforts pour ta commission. Puis parlant de grosse équipe, parce que là tu dis 70 000 personnes dans ton équipe, je veux dire, si je compare avec moi en ce moment je suis plus dans la phase on est en bas de 100, tu comprends? Donc je peux me permettre, puis déjà là ça commence à être overwhelming un petit peu, mais pas encore. Je peux me prendre le temps d'un peu parler à tout le monde puis d'apprendre à les connaître. Mais ça a été quand, toi, à partir de ça a été quoi, mettons, le palier que t'as fait, OK, là, je peux plus, genre, commencer à connaître tout le monde. Je te dirais probablement après 8 mois. Après 8 mois. Après 8-9 mois, ouais, ça a tellement monté vite au début. Là. Ouais, ça a été vraiment rapide. Wow. Mais c'est là que tu apprends à déléguer puis à faire confiance. Parce que t'as pas le choix. Tu sais, imagine, j'aurais 70 000 personnes qui auraient mon numéro de téléphone puis qui m'appellent. Je vais virer fou. Là. Mon téléphone va sonner 24 heures sur 24 à toutes les minutes. Ouais. Fait que t'as pas le choix. T'sais, normalement, comment je travaille, c'est très simple. J'ai mon inner circle. Fait que, mettons, pour une organisation, mettons l'exemple, là, je bâtis une équipe au Québec, mais dans mon inner circle, il y a 3 personnes. Okay. Puis ça, c'est mes 3 principaux, puis c'est eux que je coach, que je parle avec eux à tous les jours, je les vois physiquement à tous les jours. T'sais, vraiment, je pour into them tout ce que je sais, puis après ça, eux, c'est à eux de gérer leur équipe, leur organisation. T'as vu quelque chose en eux? Ouais. Puis généralement, ce que je cherche, c'est uniquement du work ethic. Peu importe le mindset, peu importe comment tu parles, peu importe comment tes aptitudes, tes skills, tout ça, je m'en fous. Si je vois que tu es capable d'un, contrôler tes émotions, donc tu n'écoutes pas les gens autour de toi, et de 2, que tu as du work ethic et que tu m'écoutes, bon, 3 choses, que tu es coachable, que tout ce que je te dis t'applique, il n'y a aucune limite à combien d'argent je peux faire à quelqu'un. Si j'ai ces 3 ingrédients-là dans une personne. Puis ces gens-là, ils ont ça. Puis écoute, il y en a un, Chris, ça fait 2 ans, je pense 2 ans et 4 mois. Il y en a un autre qui s'appelle Phil. Lui, ça fait maintenant 1 an. Puis eux, tu sais, je suis vraiment tout le temps avec eux. Puis après ça, eux, ils vont s'occuper de leur équipe. Puis si j'ai besoin de step in, je vais le faire. Mais tu sais, c'est un effet de levier. Fait qu'au lieu d'avoir, mettons, Chris qui a une équipe de 1500 personnes, par exemple, j'ai pas 1500 personnes qui me contactent. Je parle à Chris. Okay, puis Chris, en dessous, il a son monde. Exact, lui, il a son monde aussi. Avec il choisit son cercle de 2 fois à lui. Puis exactement. C'est sûr, tu peux pas faire ça. Je trouve que moi, un des défauts que j'ai, c'est que on a des personnes qui sont assez généreuses, de vouloir donner de notre temps. Sauf que genre, je me rends compte qu'en appel seulement, juste pour savoir comment ton trading il va, puis que tu sais, parce que tu as une question par rapport à ça, au lieu de faire un live où tout le monde va être là, boum, je vais prendre un 30-40 minutes. C'est énorme, là. Tu vas te brûler à faire ça à la longue. Exact, mais je sens que des fois, c'est ça que je me ressens, mais je me dis, tu sais, on est au début, dans un sens. C'est ce qui me démarque. Après ça, c'est
comment que tu passes au prochain level. Tu vois, je serais rendu à ce niveau-là, moi, en ce moment, de comme, je commence à penser, là, j'ai 2-3 personnes en tête qui pourraient, OK, toi, tu vas t'occuper de faire, mettons, les montages, toi, tu vas t'occuper après ça de répondre aux gens en rentrant. Ça me trouverait vraiment... Ça m'aiderait beaucoup, dans le fond, pour pouvoir focuser simplement sur mon trading. T'as pas le choix de faire ça. Ouais. Si tu veux vraiment aller passer au prochain niveau puis expandre, t'as pas le choix. Ouais. Faut que tu te crées des générales, faut que tu crées des soldats que tu fais confiance, que toi, tu peux encadrer eux personnellement, mais qu'eux sont capables de prendre 10, 15, 20 personnes en leur charge. Puis comment que tu t'occupes, tu sais, parce qu'il faut quand même prendre en considération, mettons, les chiffres qui reviennent sur le Discord, prendre en considération que j'ai à peu près 40 membres. 40 membres, c'est 120$ par mois. C'est quand même assez limité, si tu comprends, en termes de Discord. Comment que ça, je peux décider, OK, finalement, je vais... Tu sais, c'est comment que tu décides, toi, je vais te donner tant, tu sais, il faut que ça soit quand même agréable pour eux, tu sais, en bas de 2000$, c'est pas vraiment agréable à leur donner. Ben, c'est sûr. Comment tu t'arranges là-dessus au début, quand t'es dans une phase un peu merdique comme moi, qui est t'es dans le middle, genre, tu sais. Rendu là, ça serait de la confiance qu'ils doivent donner envers toi, que peut-être pour l'instant, il n'y a pas les fonds pour leur payer vraiment qu'est-ce qu'ils mériteraient d'avoir, mais aussi, il faut que les gens produisent. Tu sais, si le gars, il va avoir une position de leadership, ben, faut qu'il soit capable de ramener du pain sur la table. Donc, lui... Donc lui, tu sais, oui, il peut coacher tes gens et ainsi de suite, mais il faut aussi qu'il soit capable de ramener du monde à la table. Fait que si tu le mets en charge d'une équipe, ben, qui ramène 20, 30, 40 personnes qui vont prendre le membership, puis après ça, en même temps, toi, tu lui donnes un peu de ce que tu as déjà bâti. Fait que c'est tout le temps du donnant-donnant dans la relation. OK. Ouais, je comprends. Parce que sinon, tu sais, ça fait pas de sens. À moins que tu es capable de tellement driver de leads puis que tu te ramasses à, tu sais, comme 1000 membres, 2000 membres, 3000 membres, là, c'est différent. T'sais, là, tu vas avoir le fond de roulement pour pouvoir dire, OK, toi, je te mets dans cette position-là, je te donne temps, puis voici ton rôle. Mais d'ici là, c'est vraiment comme de la confiance des exact. Deux bords. Tu sais, comme, écoute, je veux bâtir, puis t'es prends comme partner. T'sais, Chris puis Phil, par exemple, c'est mes partners. C'est pas des subordonnés, c'est pas des employés, c'est pas du monde à qui je dis quoi faire ou quoi que ce soit. C'est comme, on est 50-50, c'est un membership. Pas un membership, c'est un partnership. Fait qu'on travaille ensemble, puis, tu sais, au début, les gars, ils faisaient pas tant d'argent, là, ça a pris du temps. Mais ils m'ont fait confiance. Ils ont vécu sur leur carte de crédit pendant un certain temps. Parce que tu as dû aider un peu dans le sens. Exact. Au début, il fallait que tu fasses confiance. Exactement. Je te donne un exemple. Chris, je l'ai laissé habiter avec moi pendant quasiment 1 an que j'ai pas chargé de loyer. Puis souvent, je payais son gaz si je l'aidais à payer sa bouffe parce qu'il m'a dit, Nick, je veux vraiment réussir dans la vie. Je give up ma job, mais j'ai plus de revenus, j'ai plus d'argent. Puis j'ai dit, Chris, si tu es vraiment prêt à me donner ton 200%, moi, je vais te donner mon 200%. Puis tu sais, j'ai tout le temps aidé, là. Mais là, il est rendu à faire du 25 000, 30 000 par mois. Wow. Mais il y a eu 1 an avant ça qui strugglait, qui faisait pas d'argent. Mm-hmm. Fait que c'est comme, il m'a fait confiance, j'ai fait confiance, puis on s'apporte l'un à l'autre, puis ça fonctionne. Tu sais, c'est ça qu'il faut que tu fasses avec tes gars. Ouais. Mais ça peut pas être juste de ton côté. Il faut que ça vienne de leur bord aussi. C'est un moitié-moitié. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Passe une belle journée, mon Nick. Merci, toi aussi.